Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors vous voyez, je suis tout perdu parmi cet énorme paquet de boîtes. Et cet énorme paquet de boîtes, c'est la Frozen Arco et son module multicouleur ainsi que son caisson et du filament. Donc oui, on va tester une imprimante FDM de chez Frozen sur cette chaîne. Alors c'est une machine qui est attendue depuis un sacré moment, qui a fait l'objet d'une précommande et je sais qu'elle a pris du retard. Mais donc voilà, hein, maintenant elle est à l'atelier pour un test, on va regarder ce qu'elle vaut. Et si vous avez envie de soutenir la chaîne, le meilleur moyen de le faire, c'est de mettre un like et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Dites si vous avez aimé la vidéo, si le produit vous intéresse ou non. Donc voilà, c'est parti pour tester cette machine et le module multicouleur. Allez. Petite info, j'ai créé TechnaHub, vous voyez ici, parce que dans beaucoup de groupes Facebook, je retrouve des comportements qui ne correspondent pas à l'esprit maker. Des réponses agressives envers les débutants, une surprotection commerciale qui limite la liberté d'expression, des tensions entre créateurs de contenu, bref, des attitudes qui n'ont rien à faire dans une communauté saine qui se veut basée sur le partage. TechnaHub, c'est l'inverse. C'est un espace ouvert où vous pouvez poser vos questions, partager vos projets, montrer vos réalisations, présenter d'autres créateurs, publier vos bons plans et même vos liens affiliés, tant qu'ils sont clairement indiqués comme tels. Bref, vous êtes les bienvenus. Allez, à tout de suite. Bon, alors commençons par regarder les caractéristiques qu'ils vendent sur leur site et qu'est-ce qu'ils proposent. Donc, on peut voir qu'ils mettent en avant que c'est une machine qui est rapide, voilà, qui a une structure de niveau aérospatial. On est sur une flying gantry d'une seule pièce. Alors, le volume, lui, est intéressant puisqu'on est sur 300 x 300 x 300 mm. Alors ils disent qu'elle est compatible avec différents logiciels. Vous verrez dans la vidéo que leur logiciel à eux, on peut en discuter. Elle fonctionne sous Clipper et donc ça c'est quelque chose d'intéressant. Ils mettent en avant un refroidissement de niveau industriel. Bon, voilà, c'est du marketing. On va voir si effectivement en l'utilisant, on a de la belle qualité plus tard dans la vidéo. On a également un caisson, attention c'est un caisson en option, donc il va falloir payer en plus pour l'avoir. Et on a une structure qui s'inspire de l'Averon en fait où le lit ne bouge pas, ne monte pas pour réduire. Alors ici il montre que ça bouge dans tous les sens alors que là ça bouge pas. Effectivement c'est une conception que moi j'apprécie pour éviter certains risques de montée en Z. Voilà, donc ça c'est un plus appréciable. Et vous voyez également qu'ils mettent en avant un module multicouleur. Alors à ce propos-là, attendez la suite de la vidéo, puisque je pense qu'il va falloir faire la part des choses entre la machine et le module multicouleur. Alors au niveau des infos plus techniques, vous voyez ils ont fait des comparaisons avec des imprimantes P, A et K. Si on regarde ce qu'ils mettent en avant, ils disent qu'on peut aller jusqu'à 1000 mm par seconde en impression. Voilà, là j'ai des réserves. Et une accélération maximum de 40 000 mm par seconde carrée et également un débit de maximum 50 000 mm3 par seconde, ce qui est un débit qui est très appréciable. Après, il faut quand même avoir du filament qui peut l'encaisser. Au niveau de la buse, on est sur du 300 degrés, ce qui permettra de faire certains filaments techniques, mais pas tous les filaments techniques. Après, on a un caisson qui est optionnel et on n'a pas une chambre activement chauffée, donc ça limite également pour certains filaments hyper techniques. Et pour le reste, on a des choses qui sont standards maintenant. Calibration de la température, c'est simplement le PID. On a à peu près ça partout. Vibration des compensations et bed leveling. Et tout ceci pour le prix de 840 € pour l'imprimante à elle toute seule. Alors, on peut rajouter également le kit multicouleur pour 355 €. Je vais un peu spoiler la vidéo. Franchement, je trouve que pour la qualité de la machine, le prix n'est pas déconnant. Il est un peu élevé, mais il n'est pas déconnant. J'ai plus de réserves sur le module multicouleur. Et le Pentashield, qui est le caisson, vous verrez sa qualité dans la vidéo plus tard, qui permet de fermer la machine, il est à 205 €. C'est cher sans être excessif. Voilà, en tout cas, c'est mon opinion sur sur la position tarifaire. Bon, on va commencer par déballer la petite boîte qui s'ouvre vers le bas. Donc on doit retirer les petits clips ici et soulever le capot
Et ça dévoile un autre carton coloré qui nous permet de voir déjà à quoi ressemble la machine. Bon, alors, vu qu'avec mon bras, je sais pas le faire tout seul, je vais demander de l'aide pour mettre tout ça sur la table et on se retrouve juste après. Elle est bien emballée dans du plastique, donc il va encore falloir retirer tout le plastique, mais on voit déjà comme ça un carénage assez particulier qui donne un style industriel. C'est une question de goût, on aime ou on n'aime pas. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que moi c'est plutôt le genre de style que j'aime bien, mais je peux comprendre qu'il ne plaise pas à tout le monde. Alors première chose que je peux dire, c'est qu'on est sur du lourd et du sérieux. En tout cas au niveau des aspects extérieurs. J'ai évidemment pas encore pu tester la mécanique, mais on n'est pas sur des matériaux qui font cheap du tout. Le carénage ici en acier est bien solide et les plastiques sont robustes. À l'intérieur, on a un petit guide qui nous explique ce qu'on doit faire et une petite boîte. On va regarder juste après le contenu de la petite boîte. Ensuite, on doit encore venir retirer des colliers de serrage et la machine est déjà, je pense, pratiquement prête à être utilisée comme ça. Alors, comme je le disais, à l'intérieur de la petite boîte, on a différentes choses. Donc, on a ici 2 câbles d'alimentation. On verra après pourquoi on en a 2. Une petite carte de remerciement avec un petit manifeste qui nous dit la taille des vis et donc des tournevis qu'on doit utiliser au cas où et des autocollants. Un petit échantillon de PLA, des tubes PTFE qu'il va falloir monter, le support de bobine qui est dans le même plastique que les parties plastiques de la machine, un petit tube de lubrifiant. Et ça c'est plutôt intéressant, on a 3 buses avec la buse standard, une Bondtech CHT et une buse ingénieur donc renforcée. Donc ça c'est bien, qui donne 3 buses avec, ça couvre tous les usages. Et enfin, tout ce qui est vis, quincaillerie, pneus fit et autres petites choses qu'on va avoir besoin pour l'utilisation. Bon, voilà, c'est fini pour l'unboxing. On va maintenant passer au montage. Bon, alors pour le montage, comme vous voyez, on n'a pas grand-chose à faire. La machine arrive déjà pratiquement montée. Alors, on a évidemment quelques petits plastiques de protection à retirer. Et on doit venir dévisser ici des vis qui sont signalées par une petite flèche jaune qui bloque en fait le mouvement pour éviter de la casse pendant le transport. Alors déjà, je peux dire une chose, c'est que le passage de courroie me fait clairement penser à une Voron 2.4. On est sur la même logique, le même réglage des courroies, et c'est pas forcément un mal. Et alors, détail au niveau du montage, je dis qu'on a un petit manuel ici, c'est en fait vraiment les instructions de base, puisque après, en fait, il faut scanner un code QR et regarder le manuel en ligne. Alors bon, pour la suite du montage, je vais devoir allumer la machine. On voit l'interface qui s'allume. La lumière a clignoté au passage, donc j'avais pas vu, mais on a une lumière. Ça met un petit temps à démarrer. Au démarrage, je dois choisir entre 3 langues et on n'a pas le français. Donc on a de l'anglais et 2 signes cabalistiques. Je pense que c'est du chinois et du chinois, ou du chinois et du coréen, ou du chinois et du taïwanais. Enfin bref, 2 langues que je ne connais pas. Il nous demande de faire attention qu'on ait bien dévissé les 4 parties. Et on arrive à cette étape où il nous dit qu'après avoir retiré les 4 vis qui bloquent en fait l'axe Z, on doit appuyer ici pour lever l'axe Z, pour avoir accès à ces vis qu'on va devoir retirer également. Alors j'ai éteint pour qu'on puisse mieux voir, je suis ensuite invité à nommer mon imprimante. Donc on a un clavier QWERTY, je vais l'appeler Frozen, je dois venir mettre ma connexion Wi-Fi, et une fois qu'on est connecté, on passe à l'étape suivante. Et là il me demande si je veux imprimer un Benchy pour tester, j'ai pas envie maintenant. Il me demande si je veux être sûr de passer le test, je dis oui. Et il va faire la calibration de l'imprimante. Bon, alors j'ai oublié de vous le dire, mais évidemment, il y avait à monter le support de bobine, donc on doit le visser ici avec 2 petites vis. Et puis on vient visser l'autre partie pour venir supporter le filament. Et on a un support de tube PTFE à fixer là, mais il est occupé de faire la calibration, vous l'entendez peut-être. Donc je vais attendre qu'il ait fini de faire sa calibration parce qu'il ne vaut mieux pas toucher l'imprimante pendant ce temps-là et je vais finir de l'attacher.
Bon, et la dernière étape, c'est d'attacher des tubes PTFE, hein, donc on en a deux, un court qui vient vers l'arrière et un long qui va jusque à la hot end. Donc rien de bien compliqué, le montage est déjà complètement terminé. Alors on va revenir à l'interface. Oui, cette fois-ci, ça mélange un petit peu des deux. Alors, l'interface. Bon, comme vous pouvez la voir, l'interface est assez claire. Alors déjà, je vais revenir sur ce point dans le truc, mais moi, je dois ici me pencher quand même pas mal pour voir. Je pense que l'écran fixé comme ça sur la base, c'est pas une bonne idée. Voilà. Donc là, l'imprimante imprime peut-être très très bien, mais à ce niveau-là, en termes de design, je suis pas fan de l'écran fixé sur la base à angle non inclinable. C'est pas très facile, déjà pour moi pour filmer, mais je pense que là où l'imprimante va être placée chez moi, ça ira. Mais si elle était placée plus bas ou plus haut, ça pourrait être compliqué. Bon, alors ceci dit, au niveau de l'interface, qu'est-ce qu'on a? Donc, on peut voir qu'on a quelque chose de relativement clair. On a la température de la buse et ce n'est pas cliquable à ce niveau-ci, donc c'est juste de l'information. On peut activer, hop, vous voyez, ça s'allume ou ça s'éteint, la lampe, et elle éclaire bien fort. On a un menu sur le côté comme ceci. Alors de ce côté-là, l'icône 3D nous donne accès au modèle. Alors pour le moment, il n'y en a pas, hein, donc il y a un test FDM, ça doit être un Benchy que je peux imprimer, je le ferai après. Et on a accès à l'historique de notre machine. Alors en stockage interne, je vois qu'on a 1 Go 4 de disponible. Et on peut évidemment venir mettre une clé USB qui, elle, est bien située sur l'avant de la machine. Ensuite, l'onglet qu'ils appellent Tools permet de venir régler, faire le contrôle sur notre machine, hein, donc régler la température. Alors on peut venir la régler comme ceci de manière numérique. On peut venir faire des ajustements manuels, monter, descendre, voilà. À l'intérieur, vous voyez qu'on a aussi des sous-menus, donc il faut pas se perdre. Donc quand je viens ici, j'ai des sous-menus, donc ça c'est les contrôles, ça c'est l'extrudeur. On peut venir changer la température de l'extrudeur et puis extruder ou rétracter. Et on peut venir régler notre Z offset ici. On a un petit menu qui nous assiste sur le fait de charger le filament et qui nous explique en image comment est-ce qu'on doit faire. Et enfin, on peut venir régler nos ventilateurs ici. Et au niveau du système, on a la langue qui est disponible. Alors, je vais voir s'il y a une mise à jour, mais a priori, il n'y a pas de français. Nos paramètres réseau, la calibration, et on peut recommencer les différentes calibrations. Donc, auto-leveling, la compensation de la résonance et la calibration de la buse, donc le PID. Et au niveau système, on a quelques réglages avancés comme les unités utilisées, le nom de la machine, la durée d'inactivité, refaire le setup initial ou réinitialiser. Donc voilà, une interface qui est claire, qui ne permet pas d'aller très très loin, mais qui est normalement suffisamment claire pour un usage au quotidien, puisque c'est surtout via l'ordinateur qu'on va utiliser cette imprimante. Bon, alors voilà, maintenant je vais charger du filament et faire le petit test que j'ai pas fait, hein, donc imprimer le petit Benchy. Voilà, donc ici j'ai du PLA de chez Frozen. Et par contre, ils m'ont donné des refills, mais j'ai pas de master spool. Bon, je vais essayer avec une master spool d'une autre marque. Alors vous allez me dire, j'aurais pu imprimer la master spool avec une de mes autres imprimantes. C'est vrai. Alors ce que je peux dire, c'est que la montée en température est vraiment très rapide et je viens purger un peu de filament, puisqu'apparemment il y avait du rouge dedans, donc la machine a dû être testée avec du rouge. Bon, je vais vite lancer le petit Benchy. Et après, alors cette vidéo est complètement pas dans mon ordre habituel, mais c'est pas grave. Et après, on fera un petit peu le tour de la machine, hein, pour regarder un petit peu ses caractéristiques. Bon voilà, il a imprimé le Benchy, c'est déjà bien. Bon alors voilà, hein, la qualité est tout à fait acceptable. Après, c'est un G-code qui est fourni avec la machine, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour se faire une idée du réel potentiel de la machine. Donc on va évidemment faire des tests d'impression après, mais avant ça, ce que j'aimerais encore faire, c'est faire un petit tour de la machine et puis regarder également les accessoires que j'ai reçus, donc le caisson et le chroma kit, je pense, en tout cas le système multicouleur de Frozen. Et puis après, on va passer sur l'ordinateur et commencer à imprimer. Bon alors la première chose qu'on peut dire, hein, et qu'on peut voir, c'est le design ouvert, hein, donc je l'avais dit déjà un petit peu, c'est un système qui est très industriel et au niveau de la mécanique, de la manière dont la machine est conçue, moi elle me fait fort penser à une Voron 2.4. Alors pas uniquement au niveau du système de courroie,
mais au niveau également du système de l'axe Z, donc le fait qu'on a une flying gantry, donc c'est-à-dire un plateau qui reste fixe et je sais plus comment on dit gantry en français. À force d'utiliser les mots anglais, c'est compliqué. En tout cas, voilà, hein, ici le gantry qui monte en Z. Pour le reste, la machine en elle-même est très robuste. On a donc l'écran, j'en avais parlé, qui est comme ceci et qui n'est pas sur un axe inclinable et qui est positionné vers le bas. Et je ne sais pas si c'est le meilleur choix en termes d'ergonomie. Par contre, le placement de la clé USB est plutôt bien de ce côté-là. Le bouton d'alimentation est sur l'arrière. C'est toujours un peu plus compliqué avec la machine d'un grand format, mais bon, hein, pourquoi pas. Sur le côté, nous avons des grilles d'aération et donc pas grand-chose. Le système de bobine, alors je sais pas si, enfin, ils disent de le mettre comme ça, mais comme ça, moi je trouve ça bizarre au niveau de la manière dont le filament peut se mettre. Donc moi je l'ai mis plutôt comme ça. Bon, voilà, hein, je sais pas. On va voir. Alors sur l'arrière de la machine, on a ici une espèce de bac à poups. Qui est large. Là, on a vraiment de la place pour pouvoir le faire. On a également encore un port USB. Alors, je pense que ça, c'est un port USB de connexion. Puis, évidemment, le bouton on-off. Et de l'autre côté, également, une grille d'aération. Et pas grand-chose de particulier non plus. Au niveau de la tête d'impression, vous voyez qu'elle est quand même pas mal massive. On a le filament cutter ici. Et on peut la déclipser. Attention qu'elle est attachée, donc il y a le câble du ventilateur. Et voilà ce que ça donne à l'intérieur. Petite précision, on n'a pas de buse à remplacement rapide ici sur cette machine. Donc, je disais qu'on avait le cutter. On a également un bac de nettoyage de la buse. Donc, un système de nettoyage de la buse, ça c'est plutôt pas mal. Avec ici un petit frotteur. Et on est évidemment en direct drive, hein, malgré le petit tube PTFE, mais qui n'a comme fonction que de guider le filament. Et au niveau du plateau, on a un plateau de 30 sur 30 texturé PEI, réversible. Donc voilà. Et on a des cales de positionnement qui sont assez pratiques. Donc voilà pour ce premier tour d'horizon de la machine. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est regarder le caisson et le kit chroma et les installer. Et puis, on continuera notre petit coup d'œil de la machine. Alors, comme vous le voyez, le kit pour le caisson est emballé à peu près de la même manière. Et on a une petite feuille qui nous explique en anglais et en chinois comment l'installer. Et tout est emballé comme ceci pour être certain que ça se casse pas. Alors, ça a l'air d'être solide, hein. Je vais procéder au montage et puis on regarde sur la machine ce que ça donne. Alors voilà la machine une fois le caisson installé. On va regarder quelques détails de plus près, mais ce que je peux déjà dire, c'est que c'est un caisson qui est sacrément solide, hein. On a des pièces c'est du verre trempé, mais bien épais, hein. Regardez, on a une belle épaisseur. Les autres parties, c'est de l'acier pur et dur. Le capot ici au-dessus est en acier également. Il a des vérins hydrauliques pour la fermeture, comme vous voyez ici. Et ça délocalise également la bobine sur l'arrière, et ça, c'est pas forcément pratique. Alors sur les côtés, on a des capots comme ça, hein, donc on a des vitres transparentes. C'est le même. Alors la porte est en verre trempé. Ici, on est sur de l'acrylique, mais de l'acrylique épais également, avec un châssis en acier ici, donc un panneau en acier. Et sur l'arrière, comme vous pouvez voir, également un panneau en acier qui vient fermer le tout avec un extracteur d'air. Enfin, sur le dessus, vous voyez que le support de bobine a été délocalisé, hein, donc on le met maintenant sur l'arrière comme ceci. Alors, je trouve que ça a un sens plus naturel pour mettre le filament, mais c'est pas forcément pratique quand on va l'avoir contre un mur ou quelque chose comme ça, parce que pour changer le filament, ça va pas être ce qu'il y a de plus simple. Enfin, le capot supérieur s'ouvre et se ferme avec des vérins à gaz qui fonctionnent bien. Voilà, et qui maintiennent bien le capot, c'est quand même vraiment très lourd, hein. Donc on est sur quelque chose de costaud. Alors le look orange, moi ça me plaît, mais ça rajoute... Enfin voilà, hein, ça c'est vraiment une question très personnelle, si ça vous plaît ou non. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires. Donc voilà pour le caisson. Alors
On testera plus tard dans la vidéo des filaments techniques, mais parce que le caisson, ça sert pas qu'à faire joli, a priori. Et maintenant, on va regarder le multicouleur, donc leur système Chroma. Alors à l'intérieur, toujours le même style de packaging avec la petite enveloppe merci et le même type de manuel. Ouais, cool. Voilà. Hein. Du coup, maintenant, il y en a. Donc je vais pouvoir retirer la master spool que j'avais là et mettre celle-ci. Et ensuite, la petite boîte tant convoitée. Bon, et voilà à quoi il ressemble. Alors, là encore, on va le regarder vite fait, mais je vais l'installer d'abord. À l'intérieur, on a donc... Bon, ça ressemble assez à un AMS depuis l'intérieur. Et on a tous les câbles et les tubes PTFE et autres. Donc je vais faire l'installation et on se retrouve juste après. On a ici des pièces imprimées en 3D. Je ne sais pas encore à quoi elles servent, mais je vous dis ça après. Donc là voilà installé. Alors pour l'installation, vite fait, puisque je n'ai pas fait un guide d'installation complet, ça n'a pas été très compliqué. Il fallait quand même remplacer une pièce ici à l'intérieur qui était un petit peu différente. C'est l'essuyeur de buse qui était légèrement différente, donc deux vis à retirer et à remettre. Il fallait également venir visser ceci à la place du pneu fit qui était là, qui accueillait le tube PTFE pour un seul filament. Ce qui veut dire aussi qu'on ne peut pas facilement passer d'imprimer avec une bobine à utiliser le chroma kit. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc, pour ce faire, il faudra démonter, donc dévisser ce hub et venir remettre le tube PTFE pour utiliser le filament à l'arrière. Après, peut-être que c'est pas vraiment nécessaire, sauf quand on utilise des filaments, par exemple, chargés en carbone ou du TPU. Pour le reste, rien de particulièrement spécial. On branche à l'arrière avec les câbles. Il y a juste un truc qui est fourni avec et que je trouve particulièrement étonnant. C'est ceci. Alors, ceci, c'est quoi ? En fait, c'est un petit convoyeur, c'est un petit chariot qui est alimenté, qui est aimanté et qui va venir évacuer les poups et venir les faire rouler sur un tapis et les faire tomber sur le côté. C'est pas con, hein. En fait, ça permet de venir ne pas avoir tous nos poups qui sont sur l'arrière de la machine. Et franchement, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Et enfin, je vous montre ici, alors avec une autre caméra, l'intérieur du chroma kit, donc du système multicouleur. On a, donc désolé si ça bougeote un petit peu, voilà, donc c'est assez classique, hein. On peut mettre jusqu'à 4 bobines, on fait rentrer les filaments là, on a des petits moteurs qui entraînent le filament. Bref, on va regarder ça une fois qu'on va utiliser la machine. Et ce que je suis curieux de savoir, c'est ce qu'on va voir affiché sur l'écran de cette AMS. Bon, alors au niveau de la clé USB, comme vous voyez, pas grand-chose. On a le fichier G-code et le logiciel Pixup FDM. Donc c'est un logiciel AE, donc on va le regarder. Bon, alors comme vous le voyez, on a une interface qui est grosse, assez encombrante. Alors j'ai essayé de voir si c'est un fork un peu personnalisé de Super Slicer, Prusa Slicer ou Orca Slicer, mais je ne vois pas d'infos. Ça n'a pas l'air d'y ressembler très fort, donc je ne sais pas quel est le moteur derrière, ni si c'est un moteur complètement maison. Toujours est-il que voilà, on a une interface comme ça, mais ouais, je la trouve grosse. Je préférerais pouvoir réduire l'interface. Je n'ai pas vraiment beaucoup le choix. Ici, il n'y a pas des masses d'options. Alors, la logique, c'est de rendre les choses simples. Ça, je sais. Au niveau des langues, malheureusement, on a... Alors, je suis sur la dernière version là. Au niveau des langues, c'est pareil que pour la machine. On n'a que l'anglais et le chinois. Enfin, 2 chinois différents, je pense, traditionnels et contemporains. Et le coréen. Enfin, bref, je ne sais pas. Dites-moi. Voilà. Au niveau de l'interface, bon... Ça a l'air quand même relativement simple. Je viens d'abord rajouter mon imprimante. Vous voyez qu'il l'a découvert tout de suite sur le réseau et ça, c'est bien. Alors voilà, donc on a un panneau de contrôle comme ceci. Vous voyez qu'on peut venir, on voit la webcam. Alors c'est pas de grande qualité. Mais bon, en tout cas, on voit à l'intérieur.
je viens activer un timelapse à 30 images par seconde. Voilà. Et pour le moment, j'ai mis 3 bobines de filament dedans parce que j'ai cassé une des bobines bleues. Donc voilà, c'est pas grave. Je vais tester avec 3 pour le moment. Je testerai un peu plus tard une 4e. Par contre, à ce niveau-ci, vous voyez, je vois pas quelle couleur j'ai dedans. Ensuite, je viens ici. Je vais commencer léger en imprimant en 2 couleurs avec ici un petit jouet rotatif. Et ici, je suis venu rajouter des couleurs. Donc là, il y a un profil par défaut Arco Copper, PLA, TPU, PETG. Bon, je vais garder ce profil là par défaut. On va tester comme ça. Après, je verrai si j'ai des calibrations à faire ou non. Je peux venir, j'ai quelques paramètres que je peux changer. Je peux en mettre plus en me mettant en mode avancé ici. Par contre, je ne vois pas comment je peux mettre en couleur. À mon avis, avec ce slicer, il n'y a une mise en couleur que par objet. Bon, on va commencer par imprimer en une couleur et puis je vais voir si je peux pas utiliser ou installer Orca pour contrôler les couleurs supplémentaires. Donc, je vais l'imprimer en rouge. Il me dit que j'en ai pour 49 minutes. Bon alors voilà, elle est occupée d'imprimer, donc je vais en profiter pour faire un test de prise de son, pour savoir un petit peu le bruit qu'elle fait. Alors toujours à 1 mètre, évidemment. J'ai mesuré entre 58 et 60 décibels pour son fonctionnement à 1 mètre, porte ouverte. Porte fermée, on perd 8 décibels, on est à 50 décibels. Donc en tout cas, l'isolation phonique du caisson marche quand même vraiment pas mal. Bon, vous voudriez bien m'excuser pour ce plan-là, mais alors il s'est bien imprimé, mais je pense que j'ai dû oublier d'appuyer sur enregistrer quand j'ai enregistré le plan sur ma caméra parce que je ne retrouve plus ce plan-là. Mais bon, c'est pas grave, c'était qu'un petit truc. Le reste des impressions sont là et sont bien là pour le reste de la vidéo. Alors en regardant sur le site de Phrozen, j'ai vu qu'il y avait Phrozen Orca et ça, c'est peut-être mieux. On verra en tout cas. Pour l'utilisation du multicouleur, donc je vais le télécharger et puis je verrai. Bon, voilà, je me sens déjà plus à l'aise. Il y a effectivement donc une version de Phrozen Orca Phrozen Orca, qui est donc bien basée sur Orca Slicer, qu'on a ici dans une version 1.0.2. J'ai connecté, alors là il est occupé d'imprimer ce que j'ai fait avec l'autre, comme vous voyez. On a une interface alors avec du chinois, mais en tout cas on est sur une interface fluide, donc c'est bien un clipper qu'il y a dedans, comme ça on a une confirmation avec une interface fluide, et par contre, je vais quand même lui changer sa langue, si je trouve où, voilà, ce sera plus facile comme ça, je pense. Donc, et donc voilà, ici on n'aura aucun problème à faire une mise en couleur, puisque on est sur du Orca, donc hop, je peux faire une mise en couleur comme ceci, par exemple, et quand l'autre impression sera finie, je vais lancer celle-là. Vous voyez qu'il nous génère la petite tour ici, et si je lance l'impression, il l'envoie à l'imprimante, et si je fais envoyer et imprimer, on n'a pas une petite interface pour venir faire la liaison des couleurs à ce niveau-là, donc il faut quand même être vigilant de votre mapping des couleurs et il faudra le faire à l'imprimante. C'est dommage. Alors, ça c'est imprimé. Si je regarde, ça a l'air d'aller. Donc en dessous, on a évidemment la texture du plateau. Au-dessus, je trouve que les surfaces supérieures, voilà, sont pas le plus top possible, mais ça va. Par contre, la précision dimensionnelle, elle y est. Donc j'aime bien tester ça pour tester aussi la précision dimensionnelle. Et là, pas de difficulté particulière. Ça, c'est bien imprimé. Bon, alors je vais utiliser les 4 couleurs qu'il y a dans le système multicouleur pour faire un UForge. Voilà, j'ai trouvé ce modèle-là, Happy Halloween, qui correspond aux couleurs que j'avais, justement, donc noir, orange, blanc et bleu. Alors,
L'avantage d'avoir un plateau plus grand, c'est de pouvoir faire des U-Forge. Il y a quand même un inconvénient. Bon, alors là, je pourrais encore augmenter un petit peu. D'ailleurs, je vais le faire. Mais il faut quand même laisser une petite marge pour la tour de purge. Voilà. Donc, ça, il faut y penser. Donc, on ne peut pas remplir entièrement le plateau. Ou alors, vous ne faites pas la tour de purge, mais avec un U-Forge, c'est pas conseillé. Et voilà, ben maintenant, il n'y a plus qu'à imprimer pour tester tout ça. Bon, ben voilà, ça a bien fonctionné, donc comme vous pouvez voir, le résultat, il y est. Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai eu à un moment donné un blocage au niveau du filament. Donc, le filament bleu s'était cassé dans l'AMS et ben, j'ai dû un petit peu retirer tout ça. Mais après avoir relancé, ça n'a pas eu d'impact sur l'impression et vous voyez que c'est plutôt d'une bonne qualité. C'est ce problème de blocage ou de casse, enfin de fil qui se casse dans le système. Alors, je dis AMS, mais c'est ChromaKit. C'est quelque chose qui arrive avec plusieurs machines, enfin avec tous ces systèmes-là. C'est aussi une des raisons pour laquelle moi je suis pas très fan de ces systèmes-là. Bon, alors on a vu que ça fonctionnait avec les 4 couleurs. J'ai pas envie vraiment de gaspiller beaucoup plus de multicouleurs et de poups, puisque ce genre de système multicouleur utilise des poups. Mais je vais maintenant tester une impression avec un filament tiers, une autre bobine. Ici, c'est du Maplewood de chez Inslogic. Et ben, comme j'ai dit, c'est compliqué de passer, même quand on imprime avec une seule bobine, c'est compliqué de passer sur le porte-bobine extérieur parce qu'il faut démonter la tête ici. Il faut venir la démonter pour pouvoir le faire. Donc, je ne vais pas le faire et je vais utiliser la bobine directement dans le système multicouleur. Comme ça, en même temps, on verra comment fonctionne une bobine tiers. Et ce que je voulais encore vous montrer ici, c'est que ce système multicouleur, ça c'est un de ses points forts. Il intègre, comme vous pouvez le voir ici, un déshydrateur qui est autonome. Donc en fait, vous pouvez avoir la machine complètement éteinte et l'utiliser ici comme un simple déshydrateur et oublier que c'est un système multicouleur. Et ça, ben, ça je trouve ça bien. Bon, alors voilà, elle a fini d'imprimer. Alors j'aime vraiment bien la couleur du filament. Voilà. Sinon, donc, un peu de stringing là, donc, mais j'ai pas du tout fait de calibration. J'ai pris le filament, j'ai pris le profil par défaut. En fait, j'ai pris le profil Frozen PLA machin. J'ai pas du tout calibré. Ça, c'est imprimé quand même de manière très correcte. Alors je pourrais avoir mieux en faisant une calibration personnalisée pour ce filament. Et le temps d'impression pour ceci, ça a été de, hop, je vous montre, 5h40. Voilà. Donc, c'est pas la plus rapide, mais c'est pas non plus la plus lente. Je pense qu'elle est dans une moyenne plutôt acceptable, plutôt haute même, pour ce genre d'impression dans ce volume, puisqu'on a quand même un beau volume d'impression. Bon, alors maintenant, je vais tester, on va tester un petit peu la stabilité du caisson, et essayer d'imprimer en ABS. Alors, ici, c'est de l'ABS de chez LDO en couleur Dark Teal, et je vais imprimer une petite pièce que j'ai besoin, puis on verra un petit peu ce que ça donne. Bon, alors maintenant pour l'ABS, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un profil de base, ici le profil bambou, et je vais prendre un risque, mais je ne vais pas le calibrer. Voilà, je vais me dire, tiens, imaginons que j'ai envie de pas calibrer, est-ce que ça peut marcher? On va voir. Et ben voilà, donc j'ai mis 4 parois, une densité de remplissage à 20% en gyroïde, et ce sont les pièces d'une jupe pour une Voron 0. Je les avais déjà imprimées dans la couleur primaire, et en fait je me dis qu'elles seront mieux dans la couleur de contraste, puisque mes profilés sont noirs. Donc voilà, on va essayer ça. J'en ai pour 4h37, et il n'y a plus qu'à voir le résultat. Bon, alors ça a l'air de s'être très très bien imprimé. Franchement, ça a l'air d'être super propre. Je vous montre ça de plus près. Vraiment, aucune difficulté pour cette impression en ABS. Et même sur les parties comme ceci, un peu plus larges. Donc oui, franchement, elle imprime bien. En tout cas, dans sa partie imprimante toute seule, j'ai vraiment pas grand-chose à dire. Bon, alors je dois quand même vous avouer un truc, c'est que vous voyez, j'ai fini par remettre la tête normale et j'ai retiré le système multicouleur pour faire ce print en ABS parce que je sais pas pourquoi, mais ça bloquait tout le temps. Donc le système multicouleur,
donne quand même quelques défis. Quand il imprime bien, mais il a tendance à bloquer un petit peu de temps en temps et il faut venir remettre le filament correctement. Donc voilà, il y a encore du travail sur le système multicouleur. Donc je vais en profiter d'ailleurs que je ne suis plus sur le système multicouleur pour faire un petit test en TPU. Et moi en général pour faire un test en TPU, j'imprime une petite statue de Moai que je trouve vraiment très bien pour les tests en TPU. Donc je vais faire ceci. Bon alors voilà, ça s'est imprimé comme il faut avec du TPU 95A. Donc au niveau du TPU, j'avais pas vraiment de doute, mais pour des TPU avec ce genre d'indice, pas trop de soucis. Je vais maintenant essayer avec un TPU 70A, 70A, et je vais bien voir. J'arrive rarement à sortir quelque chose de propre avec les imprimantes en général qui sont pas vraiment pensées pour. On va voir avec celle-ci. Bon, le TPU 70A, j'ai arrêté au bout de 3 essais. J'ai pas réussi à avoir quelque chose de propre. Ça s'en mêlait dans l'extrudeur. C'est un peu trop souple. J'ai l'impression que les dents, le crantage de l'extrudeur est un poil trop serré pour ce TPU. On peut le faire avec des indices relativement durs, avec des indices beaucoup plus faibles. J'ai l'impression qu'elle a du mal sans que je doive commencer à aller chipoter pour desserrer les dents de l'extrudeur. Et je sais même pas si je peux le faire. Donc, je vais pas me casser la tête plus longtemps là-dessus. Bon, alors pour la suite, je voulais tester un filament beaucoup plus technique, du PP, en voyant les limites du caisson, et du plateau et de l'extrudeur. Vous verrez dans la suite que c'était... Alors voilà, c'est une voix off ici autre. Vous verrez dans la suite que ça n'a pas été une expérience... voilà, je pense que la machine a atteint ses limites. Je n'ai jamais réussi à imprimer ce PP. Bon, alors je vais partir d'un profil générique PP et puis je verrai si je dois faire de la calibration ou non. Mais pour ça, je profite d'avoir du PP naturel, donc relativement transparent, pour imprimer des pièces pour ma Voron qui nécessitent de la transparence. Donc c'est toujours pour un petit projet de Voron V0 que j'ai en cours. Alors vous allez me dire, c'est vraiment pas grand-chose. Effectivement, c'est pas grand-chose, mais comme ça, au moins, on voit. Et puis, on va voir aussi le pontage, puisque je ne vais pas mettre de surplomb sur celui-là, ici. Donc, on verra un petit peu comment il gère le pontage. Alors, voilà, c'est deux petites pièces qui sont censées, du coup, être translucides en PP. Et c'est parti. Bon, et au prix que ça coûte le PP, et pour être tout à fait honnête avec vous, je vais mettre de la Magigou spéciale PP pour être certain et maximiser mes chances que ça marche, puisque déjà on s'en donne pas beaucoup sans chambre activement chauffée. Donc, comme ça, vous savez. Bon, manifestement là, le PP, c'était pas vraiment un test réussi. Alors, c'est pas le premier que je fais. J'ai essayé plusieurs fois, j'ai calibré. Enfin bref, j'y arrive pas. Je pense que le caisson, mais c'est limite quand même, le fait de ne pas avoir une chambre activement chauffée ou même passivement chauffée donne quand même vraiment ses limites. Donc voilà, je ne sais pas valider à mon niveau le test du PP, mais les autres filaments, j'ai pas forcément tout montré, mais les autres filaments techniques plus habituels, l'ABS, l'ASA, le PETG, se sont imprimés sans aucune difficulté. Bon, alors la conclusion pour cette machine doit être pensée en deux parties. Il y a la partie machine, l'imprimante, et il y a la partie multicouleur, le chroma kit. Alors, je vais commencer par le chroma kit. Je vais être très clair. Je pense que s'il était sorti il y a 2 ans et s'il avait été un peu plus mûr, ça aurait été un super système puisqu'on avait un système avec un déshydrateur qui est bien pensé. Enfin bref, ça aurait été un super système, mais il n'est pas sorti il y a 2 ans et c'est trop tard. C'est trop tard maintenant parce que ça arrive avec une proposition alors que la plupart des marques commencent à envisager d'autres solutions et notamment les systèmes de multitête. On a tous les poncifs d'un système type AMS, c'est-à-dire que c'est plus lent à l'impression, on a la purge, on a les risques de blocage, enfin bref, toutes ces choses qui font que moi personnellement, j'aime pas beaucoup ça et je ne peux pas me dire si ça va être une machine de productivité en multicouleur avec un système comme celui-là. Par contre,
Ben, le système fonctionne. Donc, si jamais vous achetez la machine et que vous prenez le kit, le système multicouleur, parce que de temps en temps, vous avez envie de faire quelque chose, ou que vous vous cantonnez à des choses, ben, comme par exemple les UForge qui, eux, fonctionnent bien avec ce type de système, puisqu'on perd finalement peu de temps et peu de filaments, eh ben, c'est une solution qui est tout à fait envisageable. Maintenant, on va venir à l'autre conclusion, la conclusion de la machine. J'ai été particulièrement impressionné par la machine. Et d'ailleurs, c'est une machine que je compte garder dans l'atelier. Elle est bien, hein, elle est super. Enfin, c'est une Voron, quoi. Il n'y a pas à dire. C'est une machine qui est robuste, qui a une belle mécanique, qui fonctionne très très bien. J'ai pas grand-chose à dire en termes de points négatifs sur cette machine en matière de machine à proprement parler. Donc je parle vraiment de la mécanique et de la machine à elle-même. L'expérience software doit mûrir encore un petit peu, que ce soit au niveau de l'interface de la machine en elle-même ou de la mise à jour du slicer, ben ça doit mûrir. Mais la machine, franchement, je l'apprécie et je vais la garder. Et le caisson, ben, il est cher, mais il est sérieux. Hein, on a vraiment quelque chose de solide avec une porte en verre trempé. On n'a pas comme ça. Enfin, c'est vraiment solide. On a de l'acier. Ça apporte quelque chose. Malheureusement, on n'a pas de chambre activement chauffée et ça va donner les limites à cette machine en termes de filament technique, ainsi que ben, la limite du plateau et de la buse qui gère quand même la plupart des filaments courants et classiques et techniques courants. Pardon. Donc voilà, je pense pas que ce serait un mauvais achat si vous faisiez cet achat. Je pense que c'est une machine qui est faite pour les passionnés de mécanique, d'imprimante 3D un peu mécanique. Je dirais pas que c'est la machine grand public que tout le monde doit avoir. Je pense que c'est une machine qui est faite pour ceux qui aiment bien ce genre de machine, qui aiment bien la... Enfin voilà, je vais me répéter, mais moi personnellement, je l'adore cette machine. Voilà. Hein. Je pense que je vais faire la conclusion comme ça, mais on n'a pas toutes les aides qu'on peut avoir avec des systèmes plus grand public. Donc voilà, je vais terminer ma conclusion là-dessus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous voyez de positif ou de négatif par rapport à cette machine, si par hasard vous l'aviez kickstarté ou vous l'aviez envisagé à l'époque. Bref, les commentaires sont là pour ça, et puis je vous rappelle mon groupe Facebook, il est là pour ça entre autres, mais pour toutes les autres choses que j'ai dit en début de vidéo. Allez, ciao ciao.